Eh, Ouais. tu connais le prix Ig Nobel? Non. Non. Tu connais le prix Nobel, Bien sûr. mais Alfred Nobel, d'ailleurs. le prix Ig Nobel, donc, c'est une sorte d'anti-prix Nobel qui vise à récompenser de vraies découvertes scientifiques, qui peuvent d'ailleurs être importantes, hein, mais qui font d'abord rire, puis réfléchir. Organisée tous les ans par le MIT, donc c'est l'Institut technologique du Massachusetts, cette cérémonie vise à récompenser des découvertes scientifiques insolites qui sont présentées avec une certaine légèreté, bien loin du monde scientifique très académique qui peut souvent rebuter, quoi. Et alors, cette année, le prix a été remis à une équipe de scientifiques japonais qui a découvert quelque chose qui est pour le moins surprenant. Et oui, apparemment, certains mammifères peuvent respirer par le cul. Ça, c'est très intéressant. mais Ah ouais. comme des souris, des rats ou des porcs. Apparemment, il y a une partie de leur respiration qui peut se faire par le cul. Et l'idée leur est venue en fait en observant la loche, je te promets, c'est pas une blague, qui est une sorte de limace qui respire avec ses intestins. Et alors qu'ils recherchaient une alternative pour pallier le manque de respirateurs artificiels durant la crise du Covid. Donc, du coup, ils ont fait une association d'idées et des études cliniques ont à l'heure actuelle lieu avec des volontaires humains, et je n'ai que du respect pour eux parce que bonjour la laine de merde. Je veux plus une clope et puis des trucs comme ça quoi. Pas mal, c'est français. Ah! J'ai donné à boire à Polo! C'est un bon compagnon, Polo! Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te pèse par tous les trous, je te défonce! Je te mets, Thérèse! Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Le principe est simple, on se retrouve toutes les 2 semaines pour vous présenter 2 sujets tirés au hasard et qui sont bien évidemment très intéressants. Ici, on ne triche pas d'IA, on n'a que nos cervelles et bien sûr Internet, faut pas déconner non plus, pour vous intéresser et vous faire rigoler. Tout ça pour vous dire que nous sommes heureux de voir que vous êtes toujours un peu plus nombreux à nous écouter. Et comme dirait Mastercard, ça n'a pas de prix. Donc, merci à vous. Bien entendu, je ne suis pas seul dans cette tâche fastidieuse, car je suis bien sûr accompagné de mon vieux gars, Goth. Comment ça va, mon gars? Ça va extrêmement bien, et toi? Ah bah écoute, ça va très bien. Alors installez-vous confortablement, car on vous parle aujourd'hui de 2 sujets qui, encore une fois, n'ont pas grand-chose en commun, mais qui, en cherchant, n'auront toujours pas grand-chose en commun. Allez, c'est parti pour le premier sujet. Allez! Le bagne. Les différentes civilisations ont toujours rivalisé d'ingéniosité pour mettre leurs citoyens, considérés comme indésirables, au banc de la société. Que ce soit au travers de l'humiliation publique, la mise à mort ou l'emprisonnement, les moyens ne manquent pas pour mettre au pas des personnes qui auraient contrevenu à la loi. Et alors, la méthode la plus efficace, peut-être, c'était le bagne. Car non seulement il permettait d'isoler les indésirables, de les éloigner du territoire donc, et bien sûr d'utiliser leur force de travail pour de la main-d'œuvre gratuite. On fait ainsi d'une pierre 3 coups. Et alors, mon cher Goth, d'où vient le terme bagne? Oh, on attaque direct, super! Est-ce que ça vient de bañarse, en espagnol, qui veut dire se baigner, de banc, justement, avec la mise au banc de la société, de bagno, qui veut dire bain en Italie, et qui fait référence à une prison qui avait été construite sur les vestiges d'anciens bains romains, ou au banc, littéralement, sur lequel on s'assied, au tribunal, dans l'attente de sa condamnation. Alors je suis pas certain de qui a inventé le bagne, donc par rapport au fait que ce soit éventuellement en espagnol, je suis pas certain. Moi je dirais que c'est la 4e, le fait d'être assis sur le banc des accusés. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse. Oh! Ça vient de bagno, en italien.
D'accord. Ouais, parce qu'effectivement, ça fait référence à une prison italienne qui avait été construite sur d'anciens bains romains. Voilà. D'accord. Tout ça. Mais c'était pas un bagne pour autant. Mais bon, je sais pas, le Mais terme. bon, est les resté. bains. Voilà. Ok. Voilà. Alors, le bagne, comme on l'imagine généralement, sont des colonies pénitentiaires où le travail forcé est appliqué, apparaît au cours des années 1850, mais la version plus ancienne du bagne remonterait au XVe siècle et est liée aux galères. La peine des galères est une condamnation qui consiste à envoyer les forçats comme rameurs sur les galères, donc des bateaux. Oh, ça devait être l'horreur. Ah, absolument. Ouais. Ces galériens, ces churmes, comme on les appelait plus communément, dormaient généralement à bord des navires où ils ramaient. Et alors, il fallait bien le reconnaître, ces prisonniers donc étaient habillés d'une manière spécifique, avec un code couleur, selon la gravité du crime commis, et leurs pieds étaient cerclés d'anneaux reliés par une chaîne. La discipline était stricte, donc, mais ça valait toujours mieux que le marquage au fer rouge qui était alors pratiqué sous l'Ancien Régime. Ouais, on était sympa à l'époque. Ah oui, oui. Ouais. C'était mieux avant. Ouais. Alors, situé à Marseille, l'arsenal des galères pouvait rassembler jusqu'à 6000 galériens, ou churmes. Il fut donc décidé de débarquer ces forçats et de les concentrer dans des centres pénitentiaires appelés bagnes maritimes. On en comptait plusieurs en France, donc notamment il y avait le bagne de Toulon, le bagne de Brest, ainsi que le bagne de Rochefort, mais il y en avait d'autres encore. Et qui est d'ailleurs connu pour le fameux tonnerre de Brest. Hein. Ouais. Censément, il tirait des coups de canon quand un bagnard s'était échappé. Censément. Ouais, histoire de tirer l'alarme, quoi. Exactement. Ces centres pénitentiaires nécessitaient donc une organisation, encore une fois, donc militaire, car ils pouvaient compter plusieurs milliers d'individus, hein, littéralement. Donc, fallait être bien organisé, quoi. Et donc, du XVIIe à la première moitié du XVIIIe siècle, l'énorme demande en galériens ou churmes, encore une fois, se justifiait par le besoin de rivaliser avec la flotte anglaise, alors très puissante et sûrement la plus puissante à l'époque d'ailleurs, et qui était évidemment le principal ennemi de la France sur les mers. Mais la demande commença à diminuer à partir du passage progressif du bateau à voile vers les bateaux à vapeur. Bah oui, c'est logique. Parce que les rameurs, c'était pour quand il n'y a pas de vent, quoi. Bah exactement, tout à fait. La décision fut donc prise d'éloigner ces indésirables en les envoyant vers les colonies afin de contribuer au développement de celles-ci. Tout d'abord envoyés en Algérie et en Tunisie, dans des bagnes militaires, la décision est prise de les envoyer en Guyane, au bagne de Cayenne, et en Nouvelle-Calédonie, au bagne dit la Nouvelle. Le but était encore une fois donc de les éloigner et de les faire bosser, mais plus encore de les faire littéralement disparaître. Les conditions de vie sont précaires, pour le dire gentiment, les prisonniers y mangent mal, quasiment aucun apport en viande par exemple, l'hygiène est quasi inexistante, les maladies sexuellement transmissibles sont courantes et la violence règne, des prisonniers entre eux, mais aussi venant des gardes eux-mêmes. La mortalité est très élevée et on estime que l'espérance de vie ne dépasse pas les 3 à 5 ans quand tu es dans un bagne. Ce qui me paraît déjà même très long dans un endroit pareil, je pense. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais un bagnard n'avait, quoi qu'il en soit, aucun espoir de rentrer sur le continent, car s'ils arrivaient au bout de leur peine, donc dans l'éventualité où ils arrivaient au bout de leur peine, 2 possibilités s'offraient à eux. Soit la peine était tout simplement doublée, appelée le doublage, ou alors on offrait aux ex-bagnards un lopin de terre directement sur place, donc généralement aux alentours du bagne, où ils finiront leur jour, pouvant ainsi faire une croix sur un retour en métropole. Donc clairement, le but du jeu, c'était que ces gens-là ne reviennent jamais sur le territoire. Oui, quoi. je pense qu'il y a peu de personnes qui devaient prendre le doublage. Bah en fait, je crois pas que t'avais le choix. Ah ouais? Ah oui, non, en fait, t'avais une condition, c'était pour les peines de moins de 8 ans, c'était Ouais. le doublage. Donc voilà, super quoi. Sympa les gars. Hein. Et pour les peines de plus de 8 ans, c'était ensuite donc le lopin de terre. le lopin de terre offert dans un marais ou voilà, Oui, voilà. démerde-toi. De préférence dans une zone hostile. Avec des maladies. Exactement. Et des serpents. Et Ouais, des... ouais, exactement, ouais. Hmm. Et pour toutes ces raisons, le bagne, et notamment celui de Cayenne, avait un surnom. Et alors, mon cher Goth, quel était le surnom du bagne de Cayenne? Était-ce l'oubli? Était-ce la rédemption? Était-ce la guillotine sèche? Ou était-ce l'arrache-cœur? Bon, je vais pas faire trop durer le truc parce qu'en fait, je sais comment. sais, ouais. je sais. J'en suis douté à ta et tronche. ouais, je suis tout fier là. C'est la guillotine sèche. Exactement. Allez. Très très bonne réponse. Cayenne est également surnommée l'île du diable. Mais ça, c'est plus par les Anglais. C'est Devil's Island. Donc voilà.
Donc pour la petite info. Il y a beaucoup de trucs du diable en général. Ouais, non, mais il y c'est a clair. beaucoup de trucs du diable. Le pont du diable. Tout ça, on connaît. La soupe du diable. Enfin, il y a plein de trucs. Ouais. Donc ce bagne, donc l'île du diable, la guillotine sèche, vous l'appelez comme vous voulez, hein, a compté des figures publiques très connues en son sein, comme Alfred Dreyfus, par exemple, qui passera 4 ans, de 1895 à 1899, et avant d'être réhabilité et d'être réintroduit dans l'armée. Et le plus connu dans la culture populaire, c'est Henri Charrière, alias Papillon. Ça te parle ? C'est pas justement un des seuls qui a réussi à s'en évader. J'y viens. Oh, t'as vu ça, c'est transition. Oh là tout là seul, là là c'est là. organique. Formidable. De ses années passées à Cayenne et de ses tentatives d'évasion, effectivement, il écrit un livre et un film adapté du livre qui sortira en 1973 du nom de Papillon. C'était son surnom parce qu'il avait un tatouage de papillon sur le corps. Oh, il avait un tramp stamp. Ouais. Genre sur le bas des reins, là, il avait un papillon. Non, je crois Peut-être que c'est lui qui a inventé la trend. Ça se trouve, hein. Et alors, mon cher Goth, dans le film du même nom, donc Papillon, qui interpréta Papillon ? Est-ce Jean-Paul Belmondo ? Est-ce Steve McQueen ? Est-ce Grégory Peck ? Ou alors, est-ce Michel du Central A&D ? Et oui, Michel a bien des secrets sur sa vie passée avant le Central. Sacré Michel. Sacré Michel. Oh là, j'en ai vraiment aucune idée. Vraiment parce que c'est un film dont je n'ai jamais entendu parler. Alors moi je l'avais vu à l'époque, c'était parce que je me rappelle, ma mère m'avait dit, il passait le soir là, elle m'avait dit, faut le regarder celui-là, il est trop bien, en plus c'est adapté d'une vraie histoire et tout ça. Écoute, là je laisse vraiment c'était au pif, je vais dire Grégory Peck. Et c'est malheureusement une mauvaise réponse, mais t'étais pas loin parce que c'était quand même un américain, c'était Steve McQueen. D'accord. Ouais, donc ils ont pris un américain pour jouer. C'était un film américain en fait. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit Jean-Paul Belmondo, parce que bon, vu l'époque, les années 60, tout ça, enfin 73 pour le coup. Alors moi je le verrais bien au bagne. Allez les gars, on va se... en fait je fais un très très mauvais... Non, je vais même pas essayer. T'as essayé de faire qui là? J'ai essayé de faire Belmondo. Et je vais essayer de m'enfuir en passant sur ruisseau. Non en fait c'est pas... non continue, je t'en supplie. Oui. Donc Steve McQueen, donc, qui interpréta Henri Charrière. Et Dustin Hoffman sera son acolyte, Louis Delga. Voilà, donc accusé de meurtre qu'il niera toujours, Henri Charrière donc, est condamné aux travaux forcés à Cayenne en 1931. Il s'évada une première fois en 1934, mais fut rattrapé. Puis s'évada à nouveau en 1944 et ira s'exiler vers la Colombie, si je ne m'abuse, je ne l'ai pas noté. Sa peine est prescrite en 1967 et il sera gracié en 1970. Il finira sa vie en Espagne où il mourra en 1973. Il a la bougeotte lui. Hein. Ouais, un peu. Il a pas eu. C'était un peu. Il pas vraiment le choix, ouais. Voilà. Il y a malgré tout controverse sur le récit de Papillon, car cette supposée biographie aurait été largement romancée. Et largement romancée, et notamment Max Gallo a contribué à l'écriture du livre. Donc bon, voilà quoi. Bon, normalement, si c'est Max Gallo qui l'a écrit, c'est que c'est vérifiable. Je pense a priori. Hein. Non, mais ça c'est attesté que Max Gallo l'a écrit. Mais bon, après c'est le récit qu'Henri Charrière en a fait aussi quoi. Donc après il a peut-être effectivement romancé sa vie. Hein. Ça c'est fort probable. Quoi qu'il en soit, l'idée du bagne n'est malheureusement pas française. Et oui, c'est décevant parce qu'on est généralement bon pour ce genre de trucs généralement. Toujours très très prompt à dire cocorico. En général quand même. Mais là c'est pas nous, pour le coup c'est pas nous. Coup dur pour le génie français certes, mais nous l'avons en fait plagié aux Anglais. En effet, à cause ou avec la colonisation de l'Australie en 1788, la demande en main-d'œuvre à la construction des ports, par exemple, se faisait de plus en plus nécessaire. La décision est prise d'y envoyer les prisonniers. L'excuse qui sera utilisée, que les Français reprendront ensuite, c'est la rédemption. Tu comprends, tu sais, se remettre dans les bonnes grâces de Dieu, tout ça. Exactement, ouais, et plus t'es loin, mieux c'est, ouais. Ouais, on est d'accord. Mais bon, on est d'accord, hein, ce n'est que ça, au final, une excuse. Car et au pire, si jamais tu meurs, tu es pardonné. Voilà, tu es pardonné, exactement. Pardonné. Ouais, exactement. Car en effet, ces personnes, donc, effectuaient un travail exténuant, et les colons libres, sur place, méprisaient ces prisonniers. Ces derniers se composaient de personnes ayant commis des crimes plus ou moins graves. Et alors, mon cher Goth, lequel de ces crimes te condamnait à être envoyé en Australie ? Attention, encore une fois, il y a un piège. Est-ce le vol tout court ? Est-ce le fait de recevoir des biens volés ? Est-ce le fait d'impersonnifier un Égyptien ?
Ou alors, est-ce le mariage clandestin? Tu m'as dit qu'il y avait un piège. Mhm. Bah, je veux dire, c'est les 4. Exactement. Allez. Tout à fait. Bah Faut oui, que tu changes évidemment. tes pièges, hein, parce que du coup, Bah, ça marche plus, là. c'est pas assez piégeux, quoi. Mais effectivement, donc le fait de... Attends, par contre, faut que tu m'expliques un personnifié, un égyptien, parce que là, J'ai pas compris. Parce qu'en fait, la seule explication que j'ai trouvée, mais ça me paraît un peu bizarre, parce qu'en fait, j'ai retrouvé sur Internet une espèce de vieux texte de loi qui définissait les crimes, the crimes en anglais, qui étaient passibles de t'envoyer en Australie, quoi. Et il n'y a pas vraiment de cohérence là-dedans, mais donc la seule justification que j'ai trouvée, qui expliquerait ce choix, c'est que l'idée était de faire croire qu'on y était envoyé pour des crimes mineurs, à opposer aux crimes majeurs qui, là, te condamnaient directement à mort. D'accord. Ouais. Donc c'était vraiment une façon de dissuader la population en mode, bah, si tu fais un vol ou que tu imites un Égyptien ou que tu te maries clandestinement, bah, tu te vas Mais te par retrouver contre, en Australie. vraiment, et je suis navré de recentrer ça, mais pourquoi les Égyptiens? Je sais pas, j'ai pas trouvé. Il y avait peut-être un bif entre les Britanniques et les Égyptiens. Est-ce que l'Égypte était une colonie britannique à ce moment-là? Je crois pas. Bah non, je crois pas non plus. Non. Dites-le nous en commentaire. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Si vous pouvez trouver des infos Ouais, à la là-dessus. limite, parce que Honnêtement, là, moi, ouais. j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Quoi qu'il en soit, plus de 162 000 prisonniers y furent envoyés, et on estime qu'aujourd'hui, 20% de la population australienne descend de ces criminels. Bah oui, ça c'est assez logique. Ouais, effectivement. Je ne m'attarde ici que sur ces deux pays, car le bagne y était institutionnalisé et répondait à une logique impérialiste, mais les autres nations n'étaient pas en reste, comme l'Espagne, qui possédait des bagnes au Maroc, le Portugal, qui en avait outre-mer, au Brésil, par exemple, et bien sûr la Russie, qui a une longue tradition des camps pénitentiaires jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Le goulag, tout ça, Mhm. tu connais. Donc ces fameux camps de travail sous l'ère communiste. Bien sûr, Bien oui, sûr. cette fameuse époque qu'on adore. Et bien sûr, je me dois de m'attarder ici sur le dissident politique Alexei Navalny, qui, suite à des procès considérés comme fantoches selon la communauté internationale, fera plusieurs séjours dans des centres pénitentiaires. Il y trouvera d'ailleurs la mort, plus tôt cette année, en février 2024, accidentelle selon les autorités russes. Bien sûr, c'est toujours un accident. Ouais, effectivement. Dans une colonie à régime spécial IK-3. Voilà. Déjà, ça fait rêver. Ouais, ça fait peur mhm. chaud. Qui se trouve dans les régions polaires de la Russie et où les conditions de détention sont, à n'en pas douter, plus que discutables. Comme on a pu le voir, quoi qu'il en soit, le bagne était l'outil parfait pour tuer les corps et les consciences. On y enfermait des criminels, bien entendu, mais également des opposants politiques. En France, les bagnes ont été définitivement supprimés en 1945, mais ils laissent une trace qui semble indélébile sur les territoires où ils ont été installés. Gaston Monerville, l'un des artisans de l'abolition du bagne de Cayenne, dira « Le bagne a jeté sur la colonie le plus grand discrédit et lui cause le plus grave préjudice en lui conférant une réputation qui fait s'écarter d'elle toutes les énergies créatrices. Qui d'entre vous, messieurs, contestera que chaque fois qu'il entend parler de la Guyane, résonne en écho dans son esprit le mot « bagne ». Et voilà pour ce sujet. Je laisse maintenant la place à Goth, qui, au contraire de l'emprisonnement, va lui plutôt vous parler de liberté et d'émancipation. Absolument. Excusez-moi, Olympe de Gouges? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières du féminisme français et fervente abolitionniste de l'esclavage, Olympe de Gouges, auteur notamment de la Déclaration des droits de la femme, a été guillotinée le 3 novembre 1793 sur ordre de Robespierre. Ah, j'ai oublié de dire, spoiler alert, désolé. Mais bon, on va voir comment elle en est arrivée là en s'arrêtant sur son histoire ainsi que son parcours. De son vrai nom, Marie Gouze, elle changea de nom d'ailleurs en devenant autrice, Olympe de Gouges est née à Montauban le 7 mai 1748. Elle est reconnue par l'époux de sa mère, Pierre Gouze, un maître boucher. Sa mère est Anne-Olympe Mouisset, la fille d'un avocat issu de la petite bourgeoisie. En réalité, elle serait la fille de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un homme de lettres issu d'une famille noble. Censément, c'est censément plutôt ça sa véritable origine. En 1765, elle a 17 ans,
Et elle est mariée de force à Louis-Yves Aubry, de qui elle eut son unique enfant. Alors, elle est vite libérée de ce mariage en devenant veuve l'année suivante et ne se remariera jamais. Le mariage est pour elle le tombeau de l'amour et de la confiance. Vraiment, elle n'est pas fan du concept. Elle est vraiment pas fan. À ce moment-là, elle change de nom et elle devient Olympe de Gouges, une particule avec laquelle elle voulait du coup sans doute masquer ses origines modestes. C'est un truc assez commun de se rajouter une petite particule, comme ça fait du bien. Et sous cette nouvelle identité, elle s'installe à Paris avec son ami et amant Jacques Bietrix, qui l'entretient en fait. Et qui lui permet du coup de vivre sans souci d'argent et du coup elle tente sa chance en tant qu'écrivaine. Elle adopte une vie de courtisane et s'intègre très très bien dans la France des apparences de Louis XVI. Elle met à profit son esprit et son aisance à parler pour se faire une place dans l'élégante société parisienne, et notamment dans les salons littéraires tenus par des femmes, et ce malgré le fait qu'elle avait une éducation assez mince. C'est-à-dire qu'elle a réussi à se frayer un chemin là-dedans alors qu'elle n'avait pas forcément fait d'études ou quoi que ce soit. Entre 1782 et 1789, elle écrit ses premières pièces de théâtre, notamment Zamor et Mirza en 1785, qui prend parti contre l'esclavage et que le théâtre français refuse tout simplement de jouer. Parce qu'à l'époque, des idées abolitionnistes n'étaient pas forcément très à la mode. C'est un peu mal vu, quoi. La pièce sera mise sur scène 4 ans plus tard sous le titre, et je m'excuse, L'esclavage des nègres. La pièce crée un scandale et les représentations s'arrêtent au bout de 3 jours. Donc même 4 ans après, c'était toujours pas possible, quoi. Ensuite, elle écrit donc Le mariage inattendu de Chérubin en 1786 et La nécessité du divorce ou Le divorce en 1790. On va voir que ça c'est un truc. Par contre, elle est très très fan. Sans transition aucune, nous voici donc en 1789, au soir du 14 juillet. Au château de Versailles, on peut entendre dans ses appartements « Mais c'est une révolte !» demande fébrilement le roi Louis XVI en apprenant que la Bastille est aux mains des insurgés parisiens. « Non, sire, c'est une révolution », lui répond gravement le duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Stylé. Ça, censément, c'est vrai, c'est pas forcément une apocryphe. Non, d'accord. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et dis donc, Sam. Oui. Pour en revenir à la Bastille, combien y avait-il de prisonniers revenus à la Bastille quand elle a été prise ? 82, 7, 58 ou aucun. Tout ceci n'était qu'un rêve. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée, je vais dire 7. Et c'est une excellente réponse. Ouais. C'est un truc que j'ai découvert dans mes recherches, parce que pour moi, la Bastille, c'était un truc assez massif quand même. Non, mais par contre, j'avais entendu dire qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde, c'était surtout pour mettre à bas le bâtiment, quoi. Eh bien, ouais, en fait, en réalité, la Bastille, même sa capacité maximum, c'était 50 prisonniers. D'accord. C'était vraiment pas fou. En fait, au final, il y avait plus de soldats et de gardes que de prisonniers postés à la Bastille. Donc, au moment où elle est prise par les révolutionnaires, et donc il y en avait 7, donc il y avait 4 faussaires, un fou irlandais, un irlandais, disons-le directement. Voilà, non mais ça, parce qu'ils sont un petit peu foufous quand même. Un jeune aristocrate déviant, emprisonné sur ordre de sa famille. Déviant. Ouais. Juste parce que le mec il voulait pas rentrer dans les ordres ou dans l'armée. Ouais, ou déviant, ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bon, il fallait pas grand-chose comme quoi. Hein. Un homme qui avait conspiré pour assassiner Louis XV. Plus de 30 ans auparavant. Donc lui devait être content de la prise de la Bastille. Je m'étonne. Donc comme quoi, vraiment la prise du fort de la Bastille était c'est symbolique. Ouais, clairement. Ouais. Et donc voilà, les hostilités sont lancées, la Révolution française a commencé. C'est parti pour 4 ans d'un roller coaster politique qui rappelle, d'une certaine manière, une élection législative de 2024. Je ne vais pas faire l'historique de la Révolution française parce que ce serait un chouïa hors sujet. Je vous ramène donc à vos cours d'histoire, niveau collège, si je me souviens bien. La Révolution, c'est ça, c'est collège. Ouais, c'est collège, ouais, c'est collège, ça. Hein, parce que le lycée, c'est plutôt Seconde Guerre mondiale. Ouais. Revenons donc à notre cher Olympe, qui ne va pas chômer durant cette période tumultueuse, puisque les événements révolutionnaires lui offrent l'occasion de participer plus activement au débat d'idées, notamment en septembre 1791, où elle fait paraître la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui rappelle que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Alors il s'agit d'un pastiche critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, afin d'obtenir pour les femmes l'accès à la citoyenneté, qui n'était bien sûr pas du tout à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ouais.
Et donc, c'est parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle était sortie en 1789, soit 2 ans plus tôt. Et d'ailleurs, Sam, Oui. petit aparté, lequel de ces articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est vrai? Est vrai. Oui. Ok. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ou nul ne pourra refuser un ballon blanc à Michel du Central à aider. Le décret ou la règle visée à l'article 134 du règlement communal garantissent la protection de ce droit. Alors attends, le troisième, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que c'était, tu peux répéter? Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ça m'a l'air d'être suffisamment complexe pour être ça. Mais le premier, c'est quoi déjà? La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je vais dire ça. Et c'est une excellente réponse. Yeah. Alors c'est quand même un petit peu parce que normalement il faut demander des comptes à tous les agents publics. Donc moi je trouve ça un petit peu ironique, surtout parce que Sarkozy, Cahuzac, Fillon, voilà. Puis aussi il y a Pasqua, Chirac et Juppé. Bon, on va pas, toute une litanie, voilà. Alors nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. C'est l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée en 84 à l'ONU. Et alors, nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Je trouve que la phrase est magnifique. C'est juste, ça vient de la Constitution de Belgique. Ça garantit à chacun le droit d'être jugé par un juge prévu par la loi. C'est ça que ça veut dire. Alors attends, vas-y, répète la phrase une dernière fois. Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Mais c'est l'emploi du terme distrait, quoi. C'est fou, hein? Et je trouve que c'est beau. Non, mais oui, ça c'est sûr, ça fait très... Et donc évidemment, il est interdit de refuser un ballon blanc à Michel du Central à aider. Interdit. Pour la blague, d'ailleurs, en cherchant des réponses à te donner sur cette question, sur Google, j'ai tapé Constitution fantoche pour trouver des réponses à la con. Le premier résultat que j'ai trouvé, c'est l'article officiel de la Constitution of Ireland. Ça ne s'invente pas. Pour revenir à la Déclaration des droits de la femme, rédigée par Olympe de Gouges, celle-ci est adressée et même dédiée à Marie-Antoinette au moment même où la Constitution est présentée à Louis XVI et qu'il est sur le point d'accepter donc la mise en place d'une monarchie constitutionnelle et de perdre son droit divin de régner. Cette Constitution ne reconnaît d'ailleurs aucun droit aux femmes, elle ne leur accorde pas le droit de vote et ne reconnaît pas le divorce, alors que, rappelons-le, Olympe, le divorce, elle kiffe. La déclaration d'Olympe compte 17 articles, suivis d'une proposition pour un nouveau contrat social entre les hommes et les femmes. Elle y conteste le caractère universaliste de la déclaration de 1789 et dénonce l'exclusion des femmes de la représentation nationale. Elle réclame pour elle la citoyenneté et les droits qui en découlent. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir le droit de monter à la tribune, affirme l'article 10. Trop stylé. Alors, petite nuance, ne pas confondre monter sur l'échafaud et monter sur les fachos, parce que si tu montes sur les fachos, ça veut dire que tu es sur les épaules d'un skinhead devant un concert de punk néo-nazi à côté de Jean-Marie Le Pen. Mais je m'égare. Oui. À ce moment-là, l'Assemblée ne débat même pas de la question du vote féminin. Pour tous, il est acquis que la sphère publique appartient aux hommes, conformément aux usages et aux mœurs de l'époque. D'ailleurs, les révolutionnaires prenaient l'Antiquité gréco-romaine pour modèle et développent une conception de la citoyenneté liée aux obligations militaires envers la patrie. En gros, c'est l'idéal du soldat citoyen. Et la guerre, c'est un truc de mec. Toi, t'aimes la guerre, toi? Ah, à fond. Moi aussi, j'aime la guerre. Moi, je kiffe la guerre. Non, c'est donc, clair. moi, je me reconnais complètement là-dedans. C'est... ouais. Et donc, en gros, donc la citoyenneté est légitimée par le fait que t'es combattu, en fait. Exactement, aussi. Et ça, c'est typiquement le... En fait, déjà, ça tient du fait que tu es un homme et que du coup, tu es à même d'aller te battre pour ton pays. Ouais. C'est surtout ça. Ouais, mais du coup, est-ce que les hommes qui étaient exempts de l'armée ou qui, du coup, pour raison X ou Y, n'allaient pas à l'armée, est-ce qu'eux étaient considérés comme des citoyens? Non, probablement pas, parce qu'ils ne votaient pas. Ah bah, voilà. Et voilà. Et ça également. C'est juste petit aparté, mais ça me fait complètement penser à, tu sais, le film Starship Troopers. Oui. Où la citoyenneté est indexée, sauf que dans Starship Troopers, c'est une société tellement idéale que les hommes et les femmes sont quand même sur un pied d'égalité. Ouais, sur un pied d'égalité, mais par contre, tu n'accèdes à la citoyenneté que si tu as fait tes armes.
Exactement. Si tu as combattu Ouais, pour... si tu fais partie de l'armée, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, je trouve ça assez marrant comme... C'est là, puis ils font bien la distinction entre les citoyens et les autres. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Les intellectuels, les communistes et tous ces gens-là, là. On va beaucoup entendre l'international aujourd'hui. Alors à ce moment-là, Olympe, je reviens au Olympe Oui, de Gouges, Olympe de Gouges, oui. donc bien elle est engagée pleinement dans les débats de la Révolution, et pendant la Terreur, elle prendra le parti des Girondins, qui est considéré comme plus modéré, comparativement aux montagnards dont font partie Marat et Robespierre. sûr. Donc rien à voir avec les Girondins de Bordeaux. quoi. Absolument pas, mais si, c'est de là qu'ils viennent souvent. Ah oui. Ouais. Et donc elle publiera d'ailleurs des pamphlets contre Marat et Robespierre, faute grave, accusée d'attenter à l'indivisibilité de la République. Elle est condamnée à mort et exécutée le 3 novembre 1793. Elle a alors 45 ans. Et elle est la deuxième femme guillotinée, la première étant, à ton avis? Bah si, oui. Oui, c'est... ça ira. Je sais plus. Il y a eu des films sur elle, en plus, tout ça. Elle a un prénom composé. Mais oui, Marie-Antoinette. Absolument. Ah, voilà. Et ouais. Merci. Donc effectivement, donc elle a été guillotinée. Bon, au moins, Olympe de Gouges, elle a eu droit à une guillotine bien aiguisée, hein, un décès rapide et censément sans douleur. Tout le contraire de ce dont tu nous as parlé, hein, Sam. Ouais. Elle n'était pas sèche, hein, sa guillotine. Non. Elle était bien huilée, la sienne. Donc après les avoir laissés un temps se constituer en club et se mêler au mouvement populaire, un terme est officiellement mis à l'automne 1793 à toute activité politique féminine, avec l'interdiction des clubs féminins et le refus de la citoyenneté pour les femmes. Voilà. Top. Alors, tout ça pour ça? Eh bien, pas vraiment, parce que l'héritage de Olympe de Gouges est celui d'une des premières féministes à s'engager corps et âme pour la défense et surtout l'élargissement des droits des femmes, et sert encore aujourd'hui d'inspiration pour des milliers de femmes toujours engagées. Et quand tu vois que son combat qui s'est achevé il y a 231 ans est toujours actuel et qu'on n'est pas en train de se dire « Ah, c'était quand même il y a longtemps », c'est bien la preuve que le mouvement féministe a encore énormément de travail avant que les mentalités soient enfin en accord avec l'époque futuriste et avancée à laquelle nous sommes censés appartenir. Je vais terminer sur... c'est une citation d'Olympe qui est extraite d'une annexe de la Déclaration de la femme et du citoyen. Français, voici mes dernières paroles. Écoutez-moi dans cet écrit et descendez dans les fonds de votre cœur. Y reconnaissez-vous les vertus sévères et le désintéressement des républicains? Répondez. Qui de vous ou de moi chérit et sert mieux la patrie? Vous êtes presque tous de mauvaise foi. Vous ne voulez ni la liberté, ni la parfaite égalité. L'ambition vous dévore, et ce vautour vous ronge et vous déchire sans relâche, vous porte au comble de tous les excès. Ça a bien vieilli, hein? Franchement, ouais, c'est tellement d'actualité. Formidable. Formidable. Dans ton culture. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés pendant nos recherches et où on débriefe intelligemment. Alors au niveau d'Olympe de Gouges, parce que t'as bien compris qu'elle était très très fan du divorce. Ouais, carrément, ouais. Alors il se trouve que le divorce auquel elle inspirait si ardemment, il a été instauré le 30 août 1792. Et la reconnaissance civile a également été concédée aux femmes le 20 septembre 1792 lors des lois sur l'état civil. Mais le code civil napoléonien, promulgué le 21 mars 1804, rétablit les pleins pouvoirs du chef de famille. Seul le divorce échappe momentanément à ce retour en arrière, il ne sera supprimé qu'en 1816. Eh ben. Donc comme quoi Napoléon il a pas fait que des trucs cool, hein. Non, bah non, hein. Un peu une tête de con. Mais je pense qu'il voulait Non, mais en plus, se je pense venger. un peu de mauvaise foi le gars parce que lui-même a divorcé. Donc, ouais, en plus, ouais. Genre clair. oui, les autres, faites ce que je dis parce que je fais. Hein. Non, Donc, surtout pas. Franchement, Ça, pas c'est fou, clair. quoi. Ouais. Et au niveau du bagne, de quoi n'as-tu pas parlé? Tu nous as un bel expliqué sur ce sacré bon papillon. Oh, bah oui. Alors D'ailleurs, en on a fait, fait un épisode sur les papillons à l'époque qui est très intéressant. Oui, N'hésitez pas à aller effectivement. l'écouter. Hein. absolument, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Bah en fait, moi, j'avais regardé un peu voir dans la fiction des bagnes genre connus de fiction, tu vois, ou de science-fiction. Et en fait, j'en ai pas trouvé parce que j'ai surtout trouvé des prisons. Donc, par exemple, j'ai trouvé, tu sais, le film Fortress. Tu te rappelles? Avec. Oh là, Tu te rappelles pas de ce film-là? pas du tout. Avec, tu sais, Christophe Lambert. Et en fait, la science-fiction parle surtout de prison.
mais pas de bagne vraiment à proprement parler ou Ouais, où ça va être genre des prisons, ça va être des stations spatiales. Ouais, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et en fait, je me suis souvenu d'un bouquin que j'avais eu à l'époque quand j'ai eu un trip pendant quelques années sur Franz Kafka, celui qui a écrit le procès, tout ça. Il a fait une nouvelle qui s'appelle Dans la colonie pénitentiaire, qui est c'est presque une œuvre surréaliste. Bon, il a fait des trucs un peu barjots comme la métamorphose et tout ça, mais dans la colonie pénitentiaire, en fait, ça raconte on va dire une anecdote. C'est vraiment une anecdote d'un inconnu qui est même pas cité dans le bouquin, qui arrive sur cette colonie pénitentiaire et qui est accueilli par en fait le directeur de cette prison, colonie pénitentiaire, bagne, tu l'appelles comme tu veux, et qui a mis au point une nouvelle méthode de mise à mort sur ces prisonniers, qui est notamment la méthode de mise à mort la plus longue du monde. Le but étant de distraire le public et en fait de faire souffrir un maximum donc le prisonnier pendant le plus long laps de temps possible, tout en le gardant en vie, et ainsi donc assurer de l'audimat, quoi. Donc, ouais. Ah, visionnaire le mec, hein. Ouais, non mais Kafka, honnêtement, il a fait avec la métamorphose, le procès, le château. Le château, c'est peut-être un peu plus chiant à lire parce que c'est très long et c'est très c'est comme le procès, mais tu rajoutes 300 pages. Donc voilà, ça devient un peu lourd à la fin, mais c'est vraiment un mec, il avait des visions, notamment sur l'autoritarisme et les despotismes, hein, qui étaient Il assez... était russe, lui. Il était pas russe, non, il était d'Europe de l'Est, il était tchèque, je crois. Ou je dis des conneries. Ou polonais, peut-être. Ah, c'est moi qui te pose la question. Ah je sais pas. Là, je pourrais pas te dire. La question, je te la poser. Mais t'as quelque chose à rajouter sur Olympe de Gouges ou... Oui, j'ai alors le fait que sa panthéonisation est quelque chose qui a été réclamé à maintes reprises. D'ailleurs, actuellement, il y a toujours une pétition sur olympedegouges-panthéon.org. Ok. Donc plusieurs intellectuels en fait qui déposent un recours et il y a une lettre adressée au président en fait pour qu'elle rentre au Panthéon. Allez, go Olympe. Hein. Voilà, pour qu'elle prenne sa place à côté de Jean Moulin. Voilà. Et alors également très récemment, durant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, ils ont dévoilé une dizaine de statues de 4 mètres de haut, des statues feuillées d'or, de différentes grandes figures féminines au travers de l'histoire. Donc on retrouve notamment par exemple Simone Veil, Simone de Beauvoir et Louise Michel également, que je sais que tu affectionnes beaucoup. Et donc elles ont été dévoilées. Donc Olympe de Gouges avait également sa statue. C'est des très grandes statues, 4 mètres. Donc 4 mètres, effectivement, c'est balèze. Ouais. Et donc suite à la cérémonie d'ouverture, là actuellement les statues sont visibles dans la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Okay. Elles y resteront jusqu'en février et ensuite elles vont être soit rassemblées, soit dispatchées dans Paris. Donc elles feront partie cool. Elles feront partie du décor parisien. Non, c'est clair. Et puis je pense que c'est important de toute façon de mettre ces femmes-là à l'honneur de toute façon, parce que vu l'époque qu'on traverse à l'heure actuelle, avec cette supposée crise de la masculinité ou je sais pas quoi, honnêtement, non, il faut les temps de ramener les gens sur terre un peu. Et puis d'écouter un peu ces femmes-là. Voilà. Quoi. Parce que l'air de rien, c'est-à-dire qu'au final, ce que Olympe a disait il y a 231 ans, en fait, c'est ce qui devrait s'appliquer systématiquement aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et c'est toujours pas le cas. Donc, d'ailleurs, j'ai vu un truc il y a pas très très longtemps. Il parlait d'une loi en fait pour permettre à ce que tout le monde ait accès au salaire de tout le monde en France. D'accord. Que les salaires soient rendus un petit peu publics ou choses comme ça. Oula. Ah, ça va faire très très mal. L'égalité salariale, on n'aime pas trop ça, nous. Hein. Ouais, mais bon, peut-être que c'est ce qui fera enfin bouger les choses. Hein. Ouais, non, c'est clair. Parce que moi, ça me sidère toujours qu'en fait, ils disent toujours, l'écart des salaires est toujours de 10 à 15%. Je fais, mais merde, c'est pas possible. T'as un mot de la fin ? Pédoncule. Et bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre d'impressionner votre prochain date Tinder et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission d'ici 2 semaines. Alors d'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour nous faire apparaître dans les résultats de recherche sur Spotify ou Deezer par exemple. C'est très important pour nous parce qu'un jour,
Nous aussi, on aimerait bien grimper en haut de l'Everest avec l'argent de nos abonnés. Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties, nous lâcher un petit commentaire et nous soumettre des idées de sujets. Absolument, parce qu'on prend absolument tout. Il y a même un formulaire exprès pour ça. Ouais. Allez, Kenavo les potos. Gros bisous tout le monde, bon après-midi. Je suis pas ton pote, mon gars! Et moi, je suis pas ton gars, mec! Oh, c'est pas ton mec, mon pote! Je suis pas ton pote, mon gars! On n'est pas tes gars, mec! Je suis pas votre